Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1058 qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha et sur le site Glénamax de Glénat. Voilà, mais avant, petit instant promo, Arena tome 1, le manga que j'ai scénarisé, disponible dans toutes les bonnes librairies, y compris sur internet, lien dans la description, générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos les amis! Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh! Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, un petit chapitre fort sympathique, alors qui est à la fois riche en informations, et en même temps, c'est pas des informations de ouf malade. Enfin, il y a des informations qui sont très intéressantes, et il y en a d'autres, bon, en vrai, voilà. Bon, déjà, la première partie du chapitre est consacrée, bien évidemment, au retour des chapeaux de paille sur le Sunny et leur départ vers de nouvelles aventures. Et comme à chaque fois, à chaque fin d'arc, évidemment, il y a le petit cormoran, ou je sais pas trop ce que c'est comme bestiole, qui se pointe et qui distribue les nouvelles affiches de mise à prix de l'équipage. Et donc Oda prend quelques pages pour nous présenter dans l'ordre croissant les différentes primes des différents protagonistes de cette aventure. Bon, en vrai, je trouve que c'est pas des infos super méga intéressantes, l'élévation des primes au sein de l'équipage, en vrai. J'ai l'impression que c'est plus une tradition qu'un réel indicatif de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la vraie seule indication importante, finalement, c'est en réalité, c'est la prime de Luffy. Et la prime de Luffy, on la connaissait déjà, qui s'élève à un peu plus de 3 milliards, parce que maintenant, c'est devenu un empereur, tout ça. Je pense qu'en vrai, la seule prime qui est super importante et qui donne le là un peu du level de l'équipage, parce que finalement, le niveau de l'équipage dépend un petit peu du niveau du capitaine, c'est celle de Luffy. Après, tu peux balancer celle de Zoro aussi, parce que ça fait plaisir, mais en vrai, avoir les primes de Nami et tout, et de machin, il faut les mettre, ça fait partie du folklore de One Piece, bien sûr, il faut les mettre, mais après, franchement, que Nami ait 394 000 ou je sais plus combien, 94 millions, je sais plus, je dis des chiffres au hasard, j'ai pas retenu tous les chiffres, qu'elle ait 380 millions ou qu'elle ait 500 millions, qu'est-ce que ça va changer en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve pas que c'est super intéressant en soi de donner les primes de tout le monde comme ça, genre ils ont augmenté, ouais super, et alors, tu vois? Bon après il y a quand même des petites surprises, genre je trouve que la prime de Franky est pas si élevée que ça. Or que le gars, à la base, quand même, c'est lui qui avait les plans de Pluton et tout. Le gars est censé être dangereux, tu vois. À un moment donné, il était aussi, le gouvernement mondial, notamment Enies Lobby, le considérait aussi important à choper que Nico Robin, tu vois. Et là, tout d'un coup, il pèse beaucoup moins. Bon, pourquoi pas. Après, évidemment, on voit aussi que Jinbei est beaucoup. Jinbei est un peu plus coté que Sanji. Et j'ai envie de dire, c'est étonnant et en même temps c'est pas étonnant, c'est un peu normal. Le gars est dans la piraterie depuis bien plus longtemps, le gars était Shichibukai, il s'est retourné contre le gouvernement bien avant que les Shichibukai soient révoqués. Il a eu quand même une plus grosse influence dans le monde de la piraterie que Sanji, donc a priori c'est normal qu'il soit considéré comme étant plus dangereux, au moins de quelques millions, que Sanji. Je pense que c'était plus pour une histoire de gag, pour réanimer un peu la rivalité entre Zoro et Sanji, en mode Zoro c'est le second, c'est le second, non seulement dans l'équipage, mais aussi en termes de primes. Du coup, Sanji il est un peu vexé, parce qu'il pensait au moins qu'il serait numéro 3. En fait, non, il est numéro 4. Voilà, c'est plus pour le gag qu'autre chose. En vrai, je pense que ça indique pas grand chose. Après, peut-être que je dis de la merde. Mais en vrai, je vois pas qu'est-ce que ça apporte de savoir que Sanji est numéro 4 au lieu de numéro 3. En vrai, on s'en branle un peu en fait. Oui, comme je le dis, c'est intéressant pour le folklore du truc, pour la tradition. Mais est-ce que ça raconte réellement quelque chose? Je suis pas sûr. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe. Oui. Ensuite, on a la vraie partie qui est selon moi vraiment intéressante et que j'avais réclamé à Oda il y a quelques chapitres. C'est cette histoire de Cross Guild
Donc on arrive sur, vas-y, c'est quoi le délire en fait? Parce qu'on était tous tombés sur le cul quand on avait vu l'affiche du Tross Guild avec Baggy qui aurait recruté Crocodile. Ouais, je dis Crocodile, je m'en bats les couilles. Qui aurait recruté Crocodile et Mihawk. Tu te dis, quel est le fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ce trou de balle, il est devenu, il a la tête de deux mecs comme ça? Tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Il y avait forcément un truc, il y avait forcément un gag derrière. Et il fallait qu'Oda nous l'explique. Il pouvait pas juste nous l'expliquer hors champ. Il fallait qu'on soit témoin de la naissance du Cross Guild et de voir comment ça s'était passé. Et force est de constater que l'explication est loin d'être décevante. Elle est vraiment comment dire, elle est dans la veine de ce que j'imaginais, et je pense que ce qu'on imaginait tous, que c'était un quiproquo, que c'était un malentendu, que c'était un gag. C'était forcément un gag, parce que Baggy qui se retrouve à la tête de mecs comme ça, tu te dis, ouais, c'est très très chelou quand même. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le gars était en galère, il devait des thunes à Crocodile, Crocodile est venu le choper. Bon, t'as pas de thunes, bon bah tu vas bosser pour moi, on va s'associer avec Mihawk, parce que Mihawk est dans la merde, il peut plus rester tranquille dans son île peinard. Donc voilà, vas-y, on va former la Cross Guild. Il fait t'inquiète, mes gars vont s'occuper du graphisme. Et en fait, ils ont raté l'affiche. Ils ont mis Baggy en avant parce que ce connard, à force de mentir à tout le monde, les gens. En fait, c'est ça qui est terrible avec Baggy, c'est que on voit que c'est un clown, si tu veux. C'est un clown. Donc il dit forcément que de la merde. Mais pourtant, ça fonctionne. Je trouve que Oda était assez malin sur ce personnage-là parce que tu vois à sa gueule. C'est un peu comme Mister Satan, hein. Tu vois à sa gueule que c'est un escroc. Mais il y a que toi qui le vois en fait, il y a que les lecteurs qui le voient, il y a que les héros qui le voient, les personnages principaux qui le voient, mais tout le reste du monde voit pas que c'est un escroc. Et ben Baggy c'est exactement ça, c'est le gars, putain mais c'est un putain de clown en fait, c'est même pas caché, c'est même pas subtil, c'est un putain de clown. Le gars il fait semblant d'utiliser pour faire croire qu'il est plus grand avec son espèce de cape bizarre qui ressemble à une marionnette. Bah pour le coup c'est vraiment une marionnette pour le coup, donc ça c'est plutôt bien vu aussi. Et tout le monde tombe dans le panneau, même la marine, ils sont là en train de faire des graphiques et tout. Ouais, le mec le plus dangereux c'est Baggy, le mec, tout le monde croit c'est mytho en fait. Et du coup ça marche et en fait ça se retourne contre lui parce que finalement il va devenir la marionnette de Mihawk et de Crocodile. Et j'ai trouvé ça plutôt rigolo. J'ai trouvé ça plutôt rigolo et plutôt intéressant aussi de voir un peu que Crocodile est vraiment en mode business. Vas-y, on va monter des business en mode capitalisme. J'avais déjà parlé de ça un peu à la Basta, de One Pieceology à la Basta. T'as Mihawk qui est puissant, mais qui est en mode ouais, mais en fait, moi, je voulais vivre ma vie peinarde. Tu sais, la piraterie, c'était un peu derrière moi, tu vois. Moi, j'étais tranquille. Donc, finalement, ça me fait chier d'être nommé empereur ou de quoi que ce soit. Vas-y, on va utiliser Baggy comme homme de paille. Et comme ça, c'est lui qui va tout prendre dans la gueule parce qu'il voulait flexer pour rien, ce bâtard. Donc, vas-y, il va tout prendre dans la gueule. Ça va devenir notre marionnette. Et puis, quand tout ça sera fini, si jamais ça tourne mal, de toute façon, il prendra tout. Et puis, nous, on retournera à notre vie tranquille. Et puis, toi, tu prendras le commandement du truc. Et Crocodile fait ok, vas-y. Donc, j'aime bien cette dynamique. Après, on sait pas encore trop l'alignement des mecs. Est-ce que Crocodile est toujours un méchant? Parce que finalement, c'est tous des pirates. Est-ce que Mihawk, c'est un méchant? C'est quoi leur objectif finalement? C'est ça qui n'a pas encore été clairement défini. Ok, la Cross Guild existe pour faire chier la marine, mais c'est quoi leur objectif en soi? Alors j'imagine que c'est pour peser et se protéger, d'être aussi puissant, ou c'est juste vraiment dans une tentative de rébellion, de porter atteinte au gouvernement mondial. Ça n'a pas été très clair encore. Ou alors c'est moi qui ai raté l'info dans le chapitre, mais pour l'instant c'est pas très clair. Alors du coup par la force des choses, Baggy a été nommé empereur, mais bon, qu'est-ce que ça implique, à part qu'ils ce sont les ennemis du gouvernement, ce qui était déjà le cas, quels sont leurs objectifs, est-ce qu'ils vont se mettre à la poursuite du One Piece, ce qui semble être un peu la dernière ligne droite, est-ce qu'ils vont rentrer en conflit avec les chapeaux de paille et les autres équipages, c'est quoi le fuck, quelle est leur ambition en fait? Ça n'a pas été très très clair, ou alors c'est moi qui ai raté l'info. Oui. Bon, après, il y a les mecs de la marine qui disent ouais, Mihawk, en fait, il a des talents de bretteur supérieurs à ceux de Shanks le roux. Du coup, ça va relancer le débat de puissance, mais complètement inutile selon moi, entre c'est qu'il est plus fort entre les Yonko, les Shichibukai et les Amiraux. Et du coup, tu vois qu'il y a un Shichibukai qui apparemment aurait un level Yonko. Donc du coup, encore une fois, c'est ce que je dis, ça renverse totalement tout. Donc finalement, les titres ne sont que des titres, et la puissance, la vraie puissance, la puissance est la puissance, les titres ce sont les titres. Les titres ne sont pas forcément, faut pas confondre corrélation et conséquence. Non, c'est pas ça la phrase. C'est un truc du genre. C'est pas parce que t'es un Yonko que t'as forcément. Bah, si t'es un Yonko, a priori t'es balèze. Mais c'est pas parce que t'es un Yonko qu'il n'y a pas un Yonko plus fort que toi, ou qu'un amiral peut pas être plus fort que toi, ou même qu'un Shichibukai peut pas être plus fort que toi. La preuve,
Baggy est un empereur. Voilà, alors que je pense qu'il se fait fumer par Crocodile et qu'il se fait fumer par Mihawk. Sauf erreur de ma part, sauf si Oda nous réserve une surprise qu'on n'a pas vu venir. A priori, bon, ça prouve bien que ces histoires de puissance ne veulent rien dire. Et sachant qu'ils ont dit talent de bretteur supérieur à Shanks le Roux, ça veut pas dire qu'il est plus fort que Shanks le Roux. Ça veut dire qu'il se bat mieux à l'épée. Ça veut pas forcément dire qu'il est plus fort. Et en même temps, c'est logique de se dire que Mihawk est un meilleur bretteur, un meilleur escrimeur que Shanks le Roux, parce que le titre officiel de Mihawk, c'est quand même le meilleur épéiste du monde. Donc il est fort. Si c'est le meilleur épéiste du monde, il est meilleur que tout le monde. Sinon, c'est pas le meilleur épéiste du monde. Sinon, ça serait Shanks le Roux, le meilleur épéiste du monde. Ça veut pas pour autant dire qu'ils sont plus forts. D'ailleurs, ils se sont battus plusieurs fois. À mon avis, ils ont plutôt une relation à la Gai Kakashi en mode vas-y, c'est qui mène, tu vois. Donc, ils pourraient être dans l'absolu. Ils pourraient être même équivalents, en vrai. Parce que on sait que Mihawk est un meilleur sabreur, mais en revanche, on sait aussi que Shanks le Roux a l'air d'être un des meilleurs utilisateurs de haki de la planète. Donc peut-être que ça, comment dirais-je, ça équilibre le bordel. Mais bon, bref, ça c'est un débat un peu de neuneux. Mais bon, je donne mon petit avis, vite fait, parce que je sais que ça t'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas, mais je te donne mon avis quand même. Oui. Bon, et enfin, le chapitre se termine sur l'île de Queue d'Étrave, qui est un des bastions, si j'ai bien compris, des révolutionnaires. Donc on retrouve Dragon. D'ailleurs, je trouve que c'est bizarre, parce que le fait de... Normalement, Dragon, c'était un peu un Shanks aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il apparaît, normalement, c'est un événement. Là, j'ai l'impression que... J'ai pas vu de réaction particulière au fait que Dragon apparaisse dans le chapitre. Ça m'a un peu surpris, parce que moi, quand je l'ai vu, je suis oh, il revient ce bâtard, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai l'impression que je suis le seul qui a levé les sourcils. Genre, oh, Dragon, il est là, qu'est-ce qui se passe? En plus, il dit une dinguerie, il dit, putain, si Sabo a vraiment buté Cobra, je lui pardonnerai pas, ça va mal se passer, tu vois. Donc, on retrouve donc les révolutionnaires dans un de leurs bastions, une de leurs planques, et ils se posent des questions, genre, qu'est-ce qui s'est passé à la rêverie? C'est quoi ce bordel? Et là, il y a Kuma qui est de retour, et a priori, Kuma va balancer ce qui s'est passé. Bon, on n'a pas vu, on n'aura pas la suite. Et il y a Sabo qui donne un coup de bigot, et qui fait, ouais, c'est Sabo, ils sont écoutés par la marine a priori. Donc a priori, dans les prochains chapitres, nous allons enfin voir ce qui s'est passé et en apprendre plus sur ce qui s'est passé à cette fameuse rêverie, sur la fin de la rêverie, il me semble, si je dis pas de conneries, sur cette histoire avec Sabo, Cobra et tout ça. Donc on est dans une phase que j'attendais un peu, j'en avais déjà parlé dans les anciennes reviews. Il peut pas, tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a été raconté depuis la fin de Wano, dans l'épilogue de Wano, de ce qui s'est passé à l'extérieur du monde, il peut pas se contenter de nous le raconter comme ça. Il va falloir qu'il nous montre ce qui s'est passé. On mérite de savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses importantes qui ont bouleversé l'équilibre du monde presque autant que ce qui vient de se passer à Wano. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on nous le raconte, vraiment. Pas juste qu'on ait des oui-dire, il faut qu'on le voit, qu'on le vive au travers de flashbacks, comme vient de nous le faire dans cet épisode, dans ce chapitre, avec la naissance, les origines de la Cross Guild. Donc je suis très curieux de voir ça. Et bon, je vais faire une petite hypothèse, une petite théorie. Or pour moi, soit Cobra n'est pas mort, soit il est mort, mais c'est pas Sabo qui l'a tué. Je pense qu'ils ont mis ça sur le dos de Sabo, tu vois. Parce que c'est très bizarre pourquoi il aurait tué Cobra en fait. Ça n'a pas vraiment de sens de tuer Cobra. Même si je me souviens très peu de la rêverie finalement, parce que ça date de longtemps sa mère, hein, finalement. Donc moi, pour moi, soit c'est quelqu'un d'autre qui a tué Cobra et ils ont mis ça sur le dos de Sabo, soit Cobra n'est pas mort et fait croire à sa mort. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, c'est un chapitre plutôt sympathique. Ça fait plaisir de sortir de Wano, vraiment, de voir autre chose. Ça fait plaisir. Après, il faut qu'on revienne quand même un petit peu sur les chapeaux de paille, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont en second plan, là. Même si on les a eu un petit peu dans ce chapitre, mais bon, ils ont lu des affiches, quoi. Il s'est pas vraiment passé grand-chose de ouf. Donc je suis très curieux de savoir ça va être quoi la prochaine île, et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'en apprendre plus. Un chapitre plutôt sympathique, ma foi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Alors moi, je pars pas dans les théories, machin, bidule chouette, niveau de puissance, on s'en bat les couilles, un petit peu, c'est pas ce qui m'intéresse. Bref, comme d'habitude, si cette review t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, tu partages à tous tes amis si t'en as. J'en sais rien, je te connais pas, peut-être que t'as un trou de balle, j'en sais rien. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sors des phrases comme ça aux gens. Faut pas faire des phrases comme ça pour avoir les abonnés. Faut dire ouais les amis, on est potes, on est frères. Je pars en couille. C'est lundi matin frérot.
c'est la rentrée là, doucement quoi. Bref, abonnement, like, que la passion te guide, et je te dis si je dis pas, normalement si je me suis pas trompé, ça fait 3 reviews de suite que je fais. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre de One Piece. Donc il y a une petite pause, donc je vous dis dans 2 semaines pour un nouvel épisode de One Piece pour le coup. Oui,